et après, ils ont été mis dans la voiture de garçons aidés qui a été incendiée, et après, le lendemain matin, on retrouvera leur corps calciné dans la voiture de garçons aidés à Tocoin-Massouin, c'est-à-dire là où il y a actuellement le quartier de la Caisse nationale de sécurité sociale, de l'OTR, etc., etc. Quant à la politique municipale, pendant cette période-là des années 90, elle ne va pas exister du tout. Et en réalité, de tous les temps des Yadema, il refusera que la politique municipale soit tranchée par un processus électoral régulier qui puisse permettre à ses adversaires politiques de l'opposition de compétir et pourquoi pas de gagner les élections municipales. Ce qui fait que tout de son vivant, mais il va freiner des quatre fers cette discussion qui avait lieu exactement comme les colons le faisaient à l'époque du temps d'Olympio, dans les années 50, où ils refusaient qu'il y ait de nouvelles élections qui puissent permettre aux nationalistes de remporter l'ensemble des municipalités. De la même manière, Yadema va refuser que ces élections municipales soient organisées sous la fin de son régime, malgré toutes les discussions sur l'adoption d'une loi de décentralisation, et vu que à partir, disons, de la conférence nationale et des crises multiples qu'il y a eu dans la situation togolaise, l'Union européenne surtout, et les institutions internationales, FMI, Banque mondiale, avec les représentations diplomatiques diverses et variées, sous la pression des partis de l'opposition, qui également ont déployé une diplomatie active en direction de toutes ces chancelleries, représentations internationales, pour que la politique de gestion municipale soit conforme aux idéaux démocratiques pour lesquels les partis de l'opposition se sont battus jusque-là, que cette politique-là puisse s'incarner dans une loi de décentralisation, à l'instar de la pratique dans les différents pays d'Europe, aux États-Unis, un peu partout, etc. Eh bien, la loi de décentralisation, mais brin que ballant, tant bien que mal, une loi va être adoptée. Mais la caractéristique de cette loi de décentralisation est que, en fait, ce n'en est pas une, parce que les différentes dispositions qu'elle comportait et qui devaient régir le fonctionnement des municipalités, en fait, plaçaient ces municipalités sous le contrôle de l'exécutif, c'est-à-dire du régime RPT qui, à l'époque, avait totalement repris la main par la suite. Et donc, tout du vivant des Yadema, ces élections n'auront jamais lieu. Et il faudra attendre sa disparition en 2005 pour qu'en 2007 interviennent les premières élections législatives, les premières élections municipales du Togo, qui est dotée... non, c'est pas 2007. Ce n'est que dernièrement, là. 2007, ce sont les élections législatives, les deuxièmes élections législatives qui ont renouvelé l'Assemblée de 1994. Et donc, il aura fallu attendre 6 ans auparavant que les nouvelles élections municipales prévues depuis le temps de la conférence nationale aient lieu en tant que telles. C'est, je crois, en 1999, puisque nous sommes 98-99, où nous sommes. Nous sommes actuellement en 2025, donc 6 ans auparavant, cette politique de décentralisation s'est terminée par ces élections qui se sont tenues et qui ont institué les premières municipalités dans la situation togolaise.
Or, comme vous le savez, eh bien, ces municipalités n'ont pas été des municipalités de plein exercice, puisque les maires élus, et en particulier pour Lomé, ne sont pas des maires ayant la plénitude de leur pouvoir en matière de gestion municipale, tout particulièrement dans la capitale, pour la simple raison que la capitale étant le centre économique et politique du pays, eh bien, le budget et le fonctionnement des municipalités reposent sur, disons, des masses monétaires extrêmement importantes. Ce n'est pas des millions dont il s'agit, mais plutôt des milliards. Lorsque vous prenez une entité comme le grand marché de Lomé, le volume des affaires qui est traité au quotidien, mais c'est de l'ordre de milliards, et les taxes qui sont perçues, mais sont extrêmement importantes. Et la hantise pour le pouvoir RPT Unir est que un maire de plein exercice dans la ville de Lomé, avec le pouvoir qu'il a, avec les milliards qu'il l'aura abrassé, le mettra en situation de mettre en difficulté le pouvoir en place, le pouvoir RPT Unir. C'est pour cette raison qu'a été concocté au niveau de la loi, eh bien, cette institution qui n'a pas lieu d'être, qui est le gouvernorat, c'est-à-dire, en plus du maire de la ville de Lomé, vous avez un gouverneur, bon, qui n'est élu par personne, mais qui est un poste nommé par le pouvoir exécutif et à qui on délègue toutes les compétences régaliennes de la gestion municipale, en particulier en matière de budget et notamment en matière de la politique la plus élémentaire dans la gestion de la ville, notamment l'adressage des rues, etc., etc. Et vous avez suivi cet épisode où dernièrement une mairie comme la mairie du Golfe 4 a voulu renommer certaines artères du nom de certains nationalistes et de personnalités marquantes de l'histoire du Togo. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Cela leur a été tout simplement refusé, et le lendemain, eh bien, le régime a sorti une loi disant que, y compris cette politique-là, revenait au pouvoir exécutif, à travers le gouverneur, c'était lui qui devait s'en occuper. Bon, quant au grand marché de Lomé, qui normalement devrait être, étant situé sur le territoire du Golfe 4, devait relever de la gestion du maire de cet arrondissement ou de cette municipalité-là. Il n'en est rien. Cela lui a été soustrait pour être délégué au gouvernorat. Et donc, imaginez un peu, pour ceux de nos amis qui sont ici présents sur la plateforme aujourd'hui, qui vivent à Berlin, qui vivent à Paris et autres, que dans une ville comme Paris, on dise qu'il y a une mairie de Paris qui est là, mais parallèlement à côté, il y a un gouverneur à qui on délègue les plus hautes fonctions administratives de gestion de la ville de Paris, de la ville de Berlin, de la ville de Madrid, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas tout simplement concevable, ça n'a pas de sens, ça ne peut pas être. Et donc, c'est pour cela que dans le thème d'aujourd'hui, nous disons que le défi qu'il y a dans la politique municipale aujourd'hui au Togo, c'est de faire en sorte que, après le départ de ce régime RPT Unir, eh bien, on remette les pendules à l'heure dans la gestion municipale au Togo véritablement. Et que notre pays soit à l'heure de la pratique qui est la plus normale dans tous les pays,
À savoir que lorsque on élit des conseillers municipaux, que ceux-ci élisent leurs maires, eh bien les maires ont la pleine capacité de gérer leur territoire, ou leur arrondissement, leur municipalité. Bien sûr, lorsque des crédits extrêmement importants sont nécessaires pour le développement des réseaux, pour le développement des infrastructures, bon, je pense notamment aux infrastructures de transport, et chacun peut penser bien évidemment que mettre en place des lignes de chemin de fer, des lignes de métro, construire des adductions d'eau et autres, bon, nécessite des mobilisations de budget extrêmement importants qui impliquent la nécessité d'échanges avec le pouvoir exécutif, sur les déterminations de ces budgets, les contributions des différents acteurs, pour que ces politiques-là puissent être mises en œuvre, puisque nécessairement, il y aura des cofinancements, une partie des municipalités, une partie du pouvoir exécutif, une partie des entreprises, etc., puisque chacun, dans le domaine qui est le sien, aura à bénéficier nécessairement de l'ensemble de ces infrastructures. C'est comme ça que cela se passe dans les pays développés, mais chez nous, au Togo, c'est ferme ta bouche, c'est nous qui décidons, vous devez faire ce que nous disons, et si vous ne le faites pas, nous avons des éléments de pression pour vous enlever les prérogatives qui sont les vôtres, ou nous saisirons les élections à venir pour vous démettre de vos sièges de maire ou de conseiller municipal, etc., etc. Et vous avez pu remarquer que lors des dernières élections municipales que nous avons eues dans la situation du Togo, c'est exactement ce qui s'est passé, puisque UNIR a raflé la plupart des sièges en compétition à l'occasion de ces élections, ce qui lui a permis aujourd'hui de saisir les élections qu'il y a eu cette semaine des postes de maire pour remercier certains de ses affiliés, certains de ses fidèles, après avoir remercié les ministres et les différents chefs de cabinet. Eh bien, il est revenu au parti au pouvoir de remercier son personnel politique en lui attribuant les municipalités, les mairies, certains postes dans les conseils municipaux, etc., etc. Toutes choses qui sont totalement attentatoires à la démocratie et au bon fonctionnement d'un conseil municipal digne de ce nom, comme cela est la pratique dans les démocraties les plus avancées. Et donc, la bataille pour nous reste entière dans le Togo de demain et dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, dans le combat que nous sommes en train de mener pour que ce changement puisse véritablement intervenir au Togo. Il y a cette dimension de permettre aux citoyens lambda d'avoir sa voix au chapitre de la gestion municipale. Nous sommes aujourd'hui dans une situation au Togo, pour donner un exemple concret, où les ordures ménagères ne sont pas enlevées. Mais ce qui est malsain et qui est le vecteur de propagation de maladies comme le choléra et autres qui arrivent dans certains quartiers populeux de Lomé, où on voit des explosions de cette pandémie-là qui existe encore aujourd'hui au Togo. Pourquoi? Mais parce que l'insalubrité est là. Pourquoi cette insalubrité est là? Parce que le régime RPT-UNIR, qui avant permettait à ce que les ordures soient ramassées dans la ville de Lomé, par exemple, mais a voulu faire du ramassage des ordures un instrument de chantage pour les municipalités, en particulier celles de l'opposition.
Et donc, elle s'en est totalement lavé les mains et a laissé les municipalités se débrouiller comme telles, ce qui fait que la plupart de ces municipalités ont privatisé la gestion du ramassage des ordures ménagères, mais ce qui fait que, bon, comme les populations sont démunies, les équipes passent pour ramasser l'argent, etc. et tout ça, ça se passe très très mal, à telle enseigne aujourd'hui que vous avez encore des gens qui passent avec des brouettes et des charrettes ramasser les ordures. La politique d'abord, il faut combattre jusqu'au bout pour que le régime qui est en place soit dégagé, de manière à ce que une nouvelle direction politique du pays s'installe et puisse prendre expérience sur ce que Olympio avait fait à l'époque et aller rechercher ailleurs les nouvelles méthodes de gestion par lesquelles, eh bien, on permet le développement des villes. Lomé, à la différence de la plupart des pays, des capitales africaines, mais ressemble beaucoup plus à un bourg, à un gros bourg qu'autre chose, et n'a pas l'image de cette ville moderne qu'elle devrait être avec toutes les ressources dont on dispose dans le pays. Donc voilà ce que je voudrais, disons, présenter à l'ensemble des amis qui sont là sur la plateforme aujourd'hui, et que cela puisse renforcer notre détermination dans le combat que nous menons, pour que ce régime, la domination de ce régime puisse prendre fin et que nous puissions véritablement renouer avec une gestion démocratique de notre pays qui nous permette et qui permette aux citoyens, dans une gestion démocratique, d'avoir voix au chapitre de la gestion de leur environnement, de leur municipalité, de leur espace civique. Bon, je vais m'en arrêter là pour l'instant et être disposé pour répondre aux questions et contributions que les uns les autres feront. Chacun vit la chose à sa manière et donc chacun peut porter témoignage sur ce qui se passe et aussi des idées sur ce que nous pouvons faire pour sortir de cette situation calamiteuse dans laquelle nous sommes jusqu'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Claude, merci à tous les participants. Nous avons épuisé effectivement les 2 heures qui étaient consacrées à ce live, mais je ne sais pas si le Vatican a commencé son émission, auquel cas est-ce qu'on s'accorde quelques minutes pour avoir quelques échanges entre le... Arrête qu'il n'y aura pas émission aujourd'hui. D'accord, ok, donc on poursuit. Claude, rapidement, avant de donner la parole aux autres, parce que ça a été long l'exposé. Mais dans l'exposé, ce que j'ai retenu, dans la similitude des formes, ou dans la comparaison des formes, peux-tu nous résumer très rapidement par quel processus il y a pu y avoir des élections communales et qui ont permis l'élection de Sylvanus Olympio? Quelles étaient les différentes étapes? Tu en as parlé, mais est-ce que tu peux nous les résumer très rapidement pour que les gens puissent comprendre qu'il y a quelque chose qui a existé et qu'on voit si éventuellement ce qui s'est passé ces derniers temps répond à ces critères d'exigence qui nous permettent de dire qu'effectivement qu'une élection est quelque chose qui est primordial dans la vie politique d'un pays. En réalité, la participation des nationalistes au combat municipal a commencé à la fin de la première législature des législatives de l'Assemblée représentative en 1951, puisque je le dirais comme ça, chassés de l'Assemblée nationale, ils ont fait pression pour être présents là où se décide la vie des populations dans les municipalités. Et donc,
le pouvoir colonial n'a pas vu venir, mais en 1950, dès 1950 et en 1951, c'est l'arrivée, je dirais tonitruante, des nationalistes dans les conseils municipaux, où ils avaient voix au chapitre de la gestion des villes et des cités. Donc ça, c'est la première étape. Et donc, normalement, à terme échu, à partir de 1955-1956, il devrait y avoir de nouvelles élections renouvelant les conseils municipaux. Dans une situation où, en réalité, les pouvoirs de ces conseils municipaux devaient être accrus dans la mesure où, en se battant devant le Conseil du tutelle de l'ONU et la 4e commission, les nationalistes avaient fait pression pour l'élargissement de l'espace civique et donc l'élargissement de leurs prérogatives dans les assemblées municipales. Le fait que le pouvoir colonial ait refusé d'octroyer ce qui était une évidence pour tout le monde a amené Sylvanus Olympio et les nationalistes en 1957 à spectaculairement démissionner collectivement de leur mandat de conseillers municipaux pour exiger l'organisation immédiate de nouvelles élections aux conseils municipaux. Eh bien, le pouvoir colonial français va refuser, face à ces pressions que nos grands-pères et nos pères nationalistes ont exercées par leur démission, va refuser, l'administration coloniale française va refuser d'y faire droit. Et il faudra attendre 1958 pour que la victoire des nationalistes aux élections législatives tenant lieu de référendum du 27 avril 1958 ouvre la voie à l'organisation effective de ces nouvelles élections législatives que les nationalistes réclamaient depuis la nuit des temps, depuis les années 55-56. Eh bien, c'est à cette occasion que Sylvanus Olympio est élu maire de Lomé. Fonction qu'il a cumulée avec ses fonctions de Premier ministre désigné au lendemain de la victoire des nationalistes aux élections tenant lieu de référendum sur l'indépendance nationale du 27 avril 1960. Donc, pendant, disons, les 4 ans qui vont se passer de cette année 1959 jusqu'à sa tragique disparition en 1963, eh bien, il va développer une politique de prise en compte des aspirations des populations et de mise en œuvre de toutes les critiques qu'il faisait de la gestion municipale du pouvoir colonial dans la période antérieure, et va permettre de doter le pays d'infrastructures sanitaires, scolaires, de voiries et autres, dans une combinaison de son pouvoir de son pouvoir politique en tant que Premier ministre et de son pouvoir civique en tant que maire. Et bon, les choses vont être ainsi facilitées, et tout ce dont il pourra bénéficier de la part de l'extérieur et des relations qu'il va nouer avec les différents pays avec lesquels le Togo va nouer des relations diplomatiques, vont permettre d'accélérer cette politique de dotation des infrastructures, d'amélioration des conditions de vie de nos populations, de mise en place des infrastructures, d'assainissement de la ville, etc. et tout.
Mais malheureusement, tout ceci va être brutalement interrompu par le coup d'État de 1963 et la mise en place d'une politique d'exception qui va tout bouleverser, bon, jusqu'à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où en fait, c'est le système de l'époque coloniale qui est revenu, en fait, avec l'institution de ce fameux gouvernorat au bout du parcours, qui est la situation d'aujourd'hui, où l'exécutif, en fait, reprend les prérogatives des pouvoirs des collectivités municipales et supplée et s'arroge ses droits, surtout là où les budgets sont importants et là où, avec la corruption et toute la mauvaise gouvernance, on peut organiser des détournements massifs de fonds dans un manque de transparence le plus total. En gros, c'est ce qui se passe. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour les citoyens de combattre pour la reconquête de cet espace civique pour que chaque citoyen puisse apporter sa contribution à la gestion de son espace. Je vous remercie. On va passer au panel. Si vous avez des questions à poser, et on va commencer par Fovi Katakou qui est sur le terrain. Fovi, qu'est-ce que tu as pensé de l'intervention de Claude sur effectivement le premier maire autochtone de Lomé, et quelles sont les questions que tu as lui posées? Quelles leçons tu en tires par rapport à l'actualité actuelle, sans rentrer dans les détails, effectivement. Fovi Katakou, et après je passerai la parole à Tom et puis à Return. Et merci beaucoup au camarade Audin pour son développement. Et ce qu'il a développé, nous avons vu en quoi est-ce que la participation politique de Sylvain Olympio a permis aux résistants de pouvoir avoir un résultat. Maintenant, ma question par rapport au Sylvain Olympio, la colonisation n'est-elle pas une dictature? Pourquoi les Sylvanus Olympio ont choisi la méthode de participation politique? Pourquoi n'ont-ils pas cherché à s'exclure du schéma politique pour pouvoir mener la lutte? Pourquoi ils ont choisi l'élection municipale? L'élection municipale par rapport à la gestion de l'espace civique, par rapport à la monopolisation de la vie politique. Pour beaucoup, c'est mieux que nous attendons le comportement de parti unique. De laisser tout. S'organiser entre eux. Mais pourquoi les Sylvanus Olympio n'ont pas adopté ça? Eux ont choisi la participation politique pour pouvoir obtenir le résultat qu'ils ont eu. Merci Fovi. Claude, c'est à toi. Merci. D'abord, ils avaient un avantage, c'est qu'ils étaient dans une situation qui n'est en aucun cas comparable à celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Puisque au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la charte de l'ONU et ses dispositions définissaient un contexte qui était extrêmement favorable aux citoyens des territoires administrés par une puissance tutélaire comme la France, puisque la charte disposait qu'il fallait que ces puissances administratives, qui n'étaient en aucun cas ambiguës comme la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui,
Parce que aujourd'hui, sous la dictature, que vous ne le voyez pas, vous êtes dans la situation de 2025 où nous nous trouvons là. Aucune institution ne viendra à la place du pouvoir ou à notre place régler les difficultés auxquelles nous nous trouvons confrontés. Alors qu'à l'époque, il y avait le Conseil de tutelle de l'ONU, il y avait sa 4e commission devant lesquelles les Sylvanus et les nationalistes allaient sans arrêt dénoncer la politique coloniale en disant que en réalité, leur territoire avait été confié à la gestion des États, des puissances administrantes, et n'étaient en aucun cas leur colonie. Donc, ces puissances-là ne pouvaient pas se comporter comme elles se comportent à leur endroit, comme telles. Donc, ça offre beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de marge de manœuvre aux nationalistes qu'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand bien même les nationalistes choisissaient le terrain électoral pour intervenir, pour eux, ce n'était pas qu'une panacée. Mais il faut savoir que, je l'ai indiqué tout à l'heure, mais les Sylvanus auraient pu choisir de se taire et de rester dans les conseils municipaux frelatés lorsque la puissance administrante avait refusé d'organiser des élections de renouvellement de ces conseils municipaux-là à partir de 1955-1956. Mais quand ils ont vu que le pouvoir colonial persistait, mais ils ont spectaculairement démissionné en 1957 en disant « trop, c'est trop ». D'accord? Et ça, c'est la première chose. De la même manière, en 1951, lorsqu'ils ont été expulsés de l'Assemblée représentative à partir des fraudes gigantesques que le gouverneur Digo a organisées, et que le gouverneur Péchou va continuer par la suite, puisque c'est lui qui aura pris la succession de Digo, eh bien, le CUT va décider de ne pas participer aux élections à partir de là. Ce qui fait que de 1951 jusqu'en 1956, jusqu'en 1958, jusqu'aux élections du 27 avril 1958, le CUT ne participait pas aux élections. Vous voyez? Donc, les choses ne sont pas aussi simples. Il n'y participait pas parce qu'il disait que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on ait des élections transparentes, libres et démocratiques. Alors, ce qui ne les empêchait pas d'user de certaines ruses. C'est-à-dire que même s'ils ne participaient pas comme parti en tant que tel, à certaines occasions, ils jugeaient qu'il fallait envoyer certains de leurs responsables comme individus et pas comme des mandatés par leur parti, juste pour être présents dans les assemblées pour savoir ce qui s'y passe. C'est à ce titre que, par exemple, Sylvanus Olympio a été présent aux élections instituant les assemblées territoriales à partir de 1952. Bon, pour finalement être déchu de ses droits civiques à partir de 1955. Puisque c'est cette cabale-là qui a été organisée contre lui pour l'accuser faussement d'avoir pratiqué ou d'avoir fait un trafic de devises qui a servi de prétexte pour le déchoir de ses droits civiques à partir de cette année-là. Mais globalement, le CUT ne participe plus en tant que parti, en tant que tel, aux élections législatives qui sont organisées de 1952 jusqu'en 1958. Et il aura fallu que la mission Charles King arrive au Togo en 1957. Bon, pour étudier les conditions d'organisation